Bonjour et bienvenue à votre émission Cette semaine dans Dautré, édition du 7 avril 2024. Cette semaine, nous vous parlons du conseil de la ville de Berthierville, donc quelques extraits de ce conseil. Nous vous présenterons des extraits des entrevues, d'une entrevue entre autres que nous avons fait avec Yves Perron, qui est venu parler de ce qui se passe à la Chambre des communes à Ottawa. Vous avez aussi entrevu avec Francis Chouanière, qui est un chef d'orchestre et qui fait présentement une tournée avec la violoniste Héloïse Perron pour promouvoir les 4 saisons de Vivaldi. Et on termine avec un extrait du génie inventif qui a eu lieu à la polyvalente Pierre de Lestage la semaine dernière. Quelques extraits de cette expérience qu'ont dû faire des jeunes du premier cycle avec un véhicule et avec une pente pour être capable de rejoindre un objectif. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Yves, ça va bien? Bonjour Daniel, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bon, c'est ça. Juste avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as dit que tu étais allé enseigner ce matin à l'Iranian. Je te prends sur le fait que tu es allé enseigner la démocratie. C'est quoi tu es allé faire? C'est ça. En fait, moi, je suis allé prendre une bière avec des anciens collègues à leur partie de Noël avant les fêtes. OK. Moi, ça me manquait, l'enseignement. Ben oui. Je m'ennuie pas. J'aime ce que je fais, mais j'aimais beaucoup ça. Et en temps des fêtes, je disais à mes anciens collègues, je disais, invitez-moi dans vos groupes. Je vais y aller, leur expliquer c'est quoi le travail d'un député, ainsi de suite. C'est dur à rentrer dans l'horaire, mais là, on a réussi ce matin. J'ai fait les 2 périodes de ce matin avec des jeunes dans l'adaptation scolaire. C'était vraiment le fun. Ah, ben c'est vraiment, vraiment agréable. Puis ils étaient très attentifs, puis ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ils connaissent pas ça, ou à peu près pas, quand j'arrive là. Puis ça démystifie un peu la fonction. Oui, c'est ça que je trouve important de faire. Oui, peut-être des futurs députés, peut-être des futurs premiers ministres, peut-être des futurs maires, mairesses, peut-être n'importe quoi. Puis c'est ça qu'un peu que je suis allé leur expliquer. Tu sais, ça a l'air impressionnant, un statut particulier, ainsi de suite, mais c'est du monde comme vous et moi. Puis si vous les rencontrez puis jaser avec, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas meilleurs que vous, peut-être même moins bons. Vous pouvez tous faire ça puis travailler pour l'amélioration de la collectivité. C'est un peu ça le message. Bon, c'est un peu les structures. Évidemment, dans 1h15, on ne peut pas faire le tour au complet, là, mais c'est bien le fun. Je te parlais de budget, mais je vais te relancer, je vais te parler un peu. On a fait beaucoup état ici au provincial du déficit extrême puis haut, mais on s'attend encore qu'au fédéral, il y ait encore un déficit. Là. On est abonné au déficit. Là. Bien, il y a eu beaucoup de dépenses au fédéral, mais il faut se souvenir qu'il y a à peu près la moitié de nos impôts qui sont à Ottawa, puis il n'y a pas la moitié des responsabilités. Oui, c'est ça. Mais... Donc, les autres, ils ont du lousse. Ils ont du lousse. Et quand on parle du déficit de Québec de 11 milliards, c'est beaucoup d'argent, 11 milliards. Mais si on fait juste le transfert en santé qui est dû au Québec de 6 milliards, on vient de régler un problème. 5 milliards. Mais si on fait le calcul du 1 milliard que le fédéral nous doit dans les dépenses qui ont été encourues pour les demandeurs d'asile, vous savez que le Québec reçoit comme 60%, 75% des demandeurs d'asile de tout le Canada. C'est 10 territoires, 10 provinces, 3 territoires. Là. C'est très inéquitablement réparti. Ils nous doivent 1 milliard pour ça. Fait que 7 milliards. Ça veut dire que si le gouvernement Legault, je ne veux pas défendre le gouvernement provincial nécessairement, mais s'il était sorti avec un déficit de 4 milliards, je ne pense pas que tout le monde ça serait inquiété au point où on s'inquiète présentement. Fait que la différence est là. Donc, ils nous doivent de l'argent. Ils nous doivent de l'argent. Puis on continue de le demander. Puis là, il y a eu une annonce sur la santé. On a gagné un petit bout. On a gagné presque 1 milliard. Un petit bout. 900 millions. C'est un petit bout. Selon les fédéraux, on devrait être content. Nous, on n'est pas contents parce qu'on n'a pas reçu 1/6 de ce qu'on demandait. Fait qu'on veut... Rendez-nous notre butin. Oui, c'est ça, mais... Il y en a un qui a déjà dit ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, sans qu'on regarde ça aussi? On peut s'attendre encore qu'il y ait des déficits. Je pense pas du jour au lendemain. Ah, assurément. Assurément, là, on peut s'attendre... Dans le contexte actuel, avec les taux d'intérêt, tout ça, c'est sûr que oui. Okay. Puis il y a des mesures quand même qu'on a besoin. On a besoin aussi de ne pas abandonner les citoyens du jour au lendemain non plus. Il ne faut pas camper dans des coupures, dans une austérité budgétaire épouvantable. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à ça. Là. Mais je vais te relancer sur quelque chose, puis peut-être c'est moi qui n'ai pas correct, puis tu as le droit de me relancer. Mais, tu sais, comment je pourrais dire ça? Les fonds de pension, je dirais avantageux. Je comprends que les gens sont comme fatigués, puis ils disent à 60 ans, 65 ans, je suis capable de partir, tu sais, je suis capable d'aller chercher ma retraite.
puis que 10 minutes après, ils se font réengager comme consultants, on paye 2 fois. Je sais pas, je te pose une question. Ça c'est vrai dans l'entreprise privée aussi. Oui, mais moi, je te fais un cas. Quand tu me parles d'expertise. Ouais. Mais si les gens se sont gagnés une retraite, moi j'étais un prof au secondaire, j'en ai connu beaucoup des gens dans le monde de l'éducation qui ont été enseignants un bon nombre d'années, après ça direction d'école, après ça conseil pédagogique. Puis à un moment donné, ils prennent leur retraite, puis ils restent consultés. Il y avait des mais ça n'enlève pas de l'expertise, ça c'est pas justement, à Rivcan en fait, c'est comme ils deviennent un peu des temps partiels. Tu sais. C'est parce qu'à Rivcan, c'est pas l'exemple de ça aussi, à un moment donné que... Ça, je ne connais pas le détail de ça, mais c'est une bonne question. Mais en général, c'est un peu normal dans le marché du travail dans lequel on est. Oui. On est en pénurie de main-d'œuvre, c'est normal aussi que les gens soient retenus sur le marché du travail un peu. T'sais. Et puis les gens, quand ils arrivent à la retraite, puis ils peuvent prendre leur retraite, ils n'ont pas le goût de travailler 60 heures par semaine. Comprends. Mais ils vont faire un 20, 25. Moi, en tout cas, mais c'est une discussion intéressante qu'on a là. On pourrait y réfléchir. Non, mais tu sais, je sais pas... Je pense que c'est important que la personne qui part à la retraite, elle soit remplacée. Oui, qu'il y ait un remplacement. Qu'il y ait la période de transition. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, la période de transition est importante. Puis ça, c'est une autre raison pour augmenter les pensions à 65 ans. Tu vas me trouver que je fais du chemin. Non, mais c'est ça. Non, mais... Moi, j'ai revisité plusieurs entreprises privées là, où un travailleur de 65 ans qui me disait, là, M. Perron, moi, j'ai apprécié ma retraite. Je l'aurais pris, ma retraite, mais je vais m'ennuyer chez nous. C'est ça. Je sais pas quoi faire. Moi, j'aimerais ça venir travailler 2 jours. Puis là, j'ai calculé. On m'a fait les calculs. Puis si je viens travailler 2 jours, je vais venir travailler gratuitement parce que je vais le payer en impôts. En impôts, puis si on veut que les gens de 65 ans travaillent plus longtemps, moi je le dis souvent, puis j'ai une belle porte pour le dire encore. C'est pas ça, là. Augmente la pension à 65 ans parce qu'il y a des gens, on n'a pas tous eu la même chance dans la vie. Puis j'ai de la misère à pas venir émotif quand je parle de ça. Parce que j'ai géré mon père en fin de vie comme mandataire, là, puis mon père il avait de l'argent, il avait une belle pension, c'est Canadien national. Là. Ouais. Mais souvent, t'as obligé de faire une grosse dépense. Puis nous, on était capable. Oui. Mais à chaque fois que ça m'arrivait, je me disais, mais bon Dieu, les gens qui vivent du supplément de revenus garantis, ils font quoi? Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve ça révoltant quand une société riche comme la nôtre, qu'on ne s'occupe pas de notre monde, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Fait que augmentons les pensions à 65 ans. Puis si l'objectif de ne pas l'augmenter à 65 ans, c'était de garder les gens au travail, on peut-tu leur donner un crédit d'impôt? Ouais, là, il commence à travailler à 25 ans, il arrête à 65, ça fait 40 ans qu'il en paye. Il a payé, là. Ouais. Il a-tu payé ou pas payé? Ouais. Puis tu sais, si tu s'en vas chez eux puis ils ne travaillent pas parce que ça coûte trop cher d'impôts, on a-tu plus de revenus d'impôts? Tu sais, non. On peut être intelligent? On dirait que l'intelligence, ça, c'est difficile à avoir au niveau de la législation. C'est ça que je te... C'est pas tout le temps populaire non plus, hein, de prendre des bonnes décisions intelligentes pour dire, dans 5 ans, on va être correct, parce qu'il n'y a pas de mérite politique qui va avec ça. On est dans le cercle vicieux des mandats de 4 ans, où les gens veulent des mesures spectaculaires pour pouvoir annoncer. Tu sais. Puis pouvoir être élu, puis le dernier mois, la dernière année, c'est l'année des... Et pouvoir dire, moi j'ai fait ça, regardez, j'ai fait ça. C'est ça. J'ai fait ça. Le gars qui a planifié, tu sais, il n'y a aucun maire qui va être élu dans la gloire parce qu'il a entretenu son réseau d'égouts pédagogiques. Puis il a augmenté les taxes. Peux-tu t'attendre? Je sais qu'au niveau provincial, ils ont comme régularisé la situation de beaucoup de gens qui perdaient leur rente du Québec quand ils atteignaient 65 ans. Tu penses-tu qu'on va avoir ce cadeau-là aussi, ceux de 65 ans, se faire indexer, s'améliorer? Nous, si c'est pas là, je ne peux pas te dire qu'on va l'avoir, mais c'est dans nos demandes depuis 4 ans, on l'exige, on le claironne, on a un projet de loi qui a passé l'étape du comité, qui a été voté unanimement au comité. Là, pour les gens à la maison, le comité, c'est un groupe restreint de députés qui représentent en proportion les partis politiques représentés à la Chambre des communes, qui vont discuter à ce moment-ci en fond sur les questions. Okay. Puis de façon beaucoup plus constructive que ce qu'on peut voir dans le Parlement. De façon plus intelligente, j'ai le goût de vous dire, surtout de ce temps-là. Fait que, mais pas tout le temps, parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier. Mais en tout cas, on s'en parlera. Et ça a passé unanime. Okay. Ça veut dire que les libéraux dans le comité... On dit oui. Ils ont dit oui. Fait que si tu transposes ces votes-là à la Chambre, ils vont dire oui. Parce que la problématique avec ce projet de loi-là, c'est qu'en théorie, un projet de loi privé, on ne peut pas exiger du gouvernement ça ne peut pas entraîner une dépense du gouvernement. OK. On n'a pas le droit de faire ça. Et là, ça entraîne une dépense. Donc, il faut que le gouvernement donne son accord. Là, on peut le passer. OK. Mais en théorie, on devrait avoir l'accord. Là, on se croise les doigts. Mais si c'est pas là, le Bloc québécois, on va voter contre le budget s'il n'augmente pas les pensions à 65. Bon. Il n'y a pas juste moi qui dis ça. François Blanchet dit ça. On dit tout ça. Puis c'est notre ligne. Il n'y en a pas question. Nous autres, on défend notre monde.
On va parler un petit peu d'Arrivecam. Je vais te revenir après ça, justement, des projets de loi. Arrivecam, c'est un gros fiasco. Écoute, 75 000 d'augmentation de coûts, c'est de dépassement de coûts. C'est surréaliste. Mais ça, là, c'est la tendance générale du Canada, du gouvernement fédéral, qui se désengage et qui se décharge de ses responsabilités. On décharge au privé, on donne des sous-traitances. Fait que les fonctionnaires ne connaissent plus rien, on dirait. Là. On a l'expertise professionnelle de la fonction publique. On claire le monde, on claire le plan, après ça, on donne des contrats. Donc là, je connais quelqu'un qui a un contrat, fait que je vais lui donner un contrat. Puis là, on découvre que l'entreprise qui a le contrat, c'est un chalet, puis l'adresse, c'est le sous-sol d'un bungalow. Pas de bon sens. Puis là, cette entreprise-là a donné le contrat à d'autres entreprises qui ont donné le contrat à d'autres entreprises. Là, ils reviennent avec la chaîne. Après ça, ils reviennent. Puis l'expertise, on l'a pas. Puis la preuve, c'est que l'application a-tu déjà bien roulé? Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Il faut redresser la fonction publique, puis il va falloir, là, je te parle plus globalement, là, pour le fédéral, Québec, mais en général, là, il y a une tendance négative vers la privatisation des connaissances et de l'expertise, puis ça, je pense que c'est un grand danger pour nos populations. Bien, je vais te relancer. Collectivement, on a la responsabilité de se conserver une expertise. Quand c'est un ingénieur privé qui va inspecter un chantier de construction d'un pont, pour le compte du gouvernement, puis il dit c'est correct, moi, je pense qu'on devrait avoir des ingénieurs capables de faire ça. Oui. Je te reviens juste rapidement sur le C282. Oui. Je suis fatigante, là, mais c'est important. Fatigante, c'est très important. Bon. On est au Sénat toujours. Okay. Ça n'a toujours pas bougé. Mais là, on a eu une belle séance d'information lundi dernier. On a invité tous les sénateurs avec 3 spécialistes. Donc, en commerce international, en gestion de l'offre, puis en constitution. Donc, Patrick Taillon, Daniel Turp, puis Daniel Mercier-Gouin, qui sont venus expliquer, pas Mercier-Gouin, Maurice Doyon qui est venu. Et 3 profs d'université neutres qui sont venus exposer qu'est-ce que c'était la gestion de l'offre et c'était quoi le projet de loi, ça impliquait quoi. Puis là, avec un constitutionnaliste qui nous a dit oui, on peut adopter cette loi-là parce qu'on se fait dire des fois qu'on ne peut pas. Ouais. Puis avec ensuite des gens qui s'occupent du commerce international, Daniel Turp, pour dire oui, il y a plein de pays qui protègent des secteurs comme ça, puis ça ne les empêche pas de signer des ententes commerciales. Puis après ça, quelqu'un spécialisé en gestion d'offres pour répondre à toutes les questions de fond. Pourquoi il faut que le système reste stable pour qu'il continue à fonctionner. Ça se fait bien été. Mais on a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de corridors. Ça passe pas aux nouvelles, là, mais dans chaque réception qu'on va à Ottawa, je vois un sénateur, je m'en vais jaser avec. Puis on les invite tous à nous rencontrer. On fait des rencontres en individuel. C'est un peu comme qu'est-ce qui se passe avec la politique américaine quand ils tentent de faire des lois ou passer des choses, puis que là, il y a, pour avoir vu, à un moment donné, en tout cas, des bureaux du président, d'aller rencontrer les sénateurs. Le Sénat peut bloquer des trucs. Nous autres aussi. Ce qui est particulier, c'est que le Sénat, c'est très différent de la Chambre des communes. Hein. Moi, je pensais que je savais c'était quoi, puis je savais pas c'était quoi. Ça n'a pas marché, bon. Non, mais pas que ça n'a pas marché, mais ça ne fonctionne pas du tout comme la Chambre des communes. Un projet de loi rentre, on a un certain temps, puis à un moment donné, il va y avoir 1 heure de débat là-dessus. Puis là, ceux qui veulent intervenir vont intervenir. Les sénateurs, ils ont le temps, eux autres. Le Sénat, c'est ad lib. C'est n'importe quoi, n'importe quand. Un sénateur peut arriver dans le Parlement aujourd'hui, puis moi, je parle du projet de loi qu'on a parlé il y a 6 mois. C'est aujourd'hui que je fais ça. Puis il parle là-dessus. Puis il peut dire, moi, le projet de loi, c'est le 82, c'est la gestion de toi, je veux parler là-dessus. Mais je ne suis pas prêt. Fait que je vais parler dans 1 mois et demi. Comprenez-vous que là, le projet de loi, il est là depuis le mois de juin. Il a été voté à la Chambre des communes depuis le mois de juin. Il est arrivé, c'est pas vrai, c'est un peu malhonnête de dire qu'il est au Sénat depuis le mois de juin. Et on l'a voté, nous, la dernière journée du mois de juin. Ça veut dire qu'il est arrivé au Sénat fin septembre, début octobre. Pour la voiture de la session. Oui, pour qu'il commence à travailler. Maintenant, on est fin mars. J'aimerais ça qu'il y ait un comité maintenant. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on est à 6 mois. Il peut rester là 1 an si ça se peut, là. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Non. On n'a pas de signal que quelqu'un voudrait le bloquer. On a des doutes, certaines personnes, mais on n'a pas de signal. Puis je ne veux pas commencer à lancer d'accusations parce qu'on sait ça. Mais on ne prend pas de chance. On rencontre les gens, puis on aimerait ça que ça progresse rapidement. Mon espoir, c'est de le faire sortir avant juin. Mais toutes les fois qu'on se rencontre, je te dis tout le temps, moi, mon objectif, c'est juin. En septembre, je l'ai dit à Noël. Puis là, je suis rendu. Oui. On se fixe des objectifs, tu sais. Ça, c'est triste. C'est important, c'est un dossier qui est très, très, très important. Le code de conduite des épiciers pour les gens à la maison, là, quand on parle des prix à l'épicerie, ça origine de ça l'étude. On a découvert, dans le fond, en faisant cette étude-là, que les grandes alimentations, il y a 5 entreprises qui contrôlent 80 % du marché. Donc, toi, quand tu fabriques
N'importe quoi, des petits craquelins. Tu fais des craquelins, Ouais. tu as une entreprise, tu as 60 employés, tu fais des biscuits. Il faut que tu les vendes. Puis là, ben, C'est pour rentrer sur le t'as marché, pas comme on dit. 28 clients, là. C'est ça. tu sais, fait que un client-là, il peut t'imposer des conditions. C'est encore pire dans les produits frais. Je sais pas si tu as vu, Oui. je sais pas si tu as entendu cette semaine que j'ai vu que même c'est rendu que les marques maison, ils font de la réduflation Ah oui, partout. avec leur propre marque maison. Là. Ben oui. Déjà qu'ils font déjà de l'argent Ben beaucoup oui. avec là, ces faut qu'on produits. parle de la compagnie qui produit le produit pour la marque maison, qui eux autres se font imposer des petits prix aussi, puis d'autres conditions. Tu sais. Dans le produit frais, c'est encore pire. Moi, j'ai entendu la dernière histoire qu'on a eue, là, un vendeur de laitue qui avait eu un prix pour un grand épicier, tu allé livrer. Puis rendu là, 2 jours plus tard, ils ont appelé, revenez chercher 2 tiers de votre commande parce qu'on a eu un meilleur prix du Mexique. Donc là, sa tablette, c'était de la laitue du Mexique après la laitue du Québec. Puis le prix de vente n'a pas changé. Ça veut dire que le profit de l'épicerie. ils sont allés chercher la marge. Mais c'est pas, je ne suis pas en train de dire que c'est tous des arnaqueurs, sauf que, tu sais, il y a un déséquilibre dans le marché où c'est complètement différent de la gestion d'offre. Des fois, ils me disent, ouais, mais là, tu défends la concurrence dans l'épicerie puis dans la gestion de l'offre, tu veux. Je comprends. C'est parce que dans la gestion d'offre, c'est réglementé. Le prix n'est pas fixé n'importe comment. C'est la Commission canadienne du lait qui fixe le prix selon le coût de production. Là, c'est pas ça qui se passe. C'est 5 gros joueurs qui contrôlent la game et qui vont mettre des conditions, puis qui rappellent, tu sais, rappeler un fournisseur pour dire, finalement, ta commande, je ne veux plus, viens chercher. Surtout Puis quand c'est un contrôle produit aussi- frais. Puis c'est ça. Puis qui contrôle aussi le produit sur la tablette. Ben oui. Puis tu sais, je t'en avais commandé 8000, tu m'as livré 820 boîtes, il en manque 80, fait que tu as une amende de 2000 $. Ah non, ça existe. moi, je comprends. Ou tu es arrivé une demi-heure en retard, 1000 $. Ou puis tu n'as pas le Ouais. choix, là. Lui, il va l'enlever, le 1000 $ du chèque qu'il va te payer. Oui. Plus le 2 de commission. Puis Plus... là, c'est David contre Goliath. Puis là, même ces gens-là, quand ils nous parlent en privé, ils me disent, moi, je ne veux pas aller témoigner au comité. Parce que là, ils vont savoir que moi, j'ai chialé, j'ai peur qu'ils ne m'achètent plus Ben, c'est ça, l'année je comprends. prochaine. Que c'est quelque chose. Et là, l'Oblast, le gros fautif, là, moi, je le nomme, je ne me gêne pas. C'est l'Oblast, ces gens-là viennent témoigner en comité, puis nous disent, on ne signera pas ça, puisque ça va faire augmenter les prix. Puis ils ont décidé qu'ils ne signaient pas. Mais après 3 ans de négo, alors qu'eux n'étaient pas à table, ils étaient représentés par leur association, mais eux n'étaient pas présents. Ils viennent scraper le processus en fin de cirque. Fait que là, Walmart a embarqué dans le jeu. Fait que c'est à peu près 50% du marché qui ne veut pas signer. Là, ça va nous forcer à faire une loi, une législation. OK. Puis le problème est là, parce que c'est une juridiction des provinces, Daniel. Alors, il faut que 10 provinces votent la même loi en même temps. C'est ça. Puis j'ai entendu que... C'est là que ça va être compliqué. Puis là, les autres, ils sont allés faire du lobbying avec... Pendant peut-être les 3 ans qu'on négociait, là, ils sont allés faire du lobbying avec des gouvernements provinciaux pour qu'il y ait ça. C'est ça. Fait que, Puis j'ai on vu va ton travailler voisin, fort pour que... ton voisin parlementaire, dans ton comté parlementaire, là, c'est parce que je veux pas me tromper. Simon, François-Philippe. François Philippe, ça, lui, il dit, je vais aller chercher un nouveau concurrent, je vais aller chercher un nouveau... Oui, ça, on l'a pris là-dedans, puis on va l'aider. J'ai dit... Je sais qu'il travaille très fort pour ça. Là. On parlait de Carrefour à un moment donné, là, une entreprise française. Il est venu au comité, puis on a parlé de ça, puis j'ai dit, Monsieur le ministre, si vous travaillez là-dessus, go. Mais en même temps, j'ai dit, par exemple, Monsieur le ministre, là, vous faites un beau show de boucan, là, vous dire, on va ramener la concurrence dans les épiceries, là, mais en même temps, là, le tribunal le bureau de la concurrence n'ont pas recommandé la fusion entre Shaw et Rogers. Ils ont dit, c'est pas bon, ça réduit trop la concurrence, puis le tribunal de la concurrence a approuvé la transaction. Je dis là, on parle de l'épicerie, là, puis là, il est arrivé avec sa feuille, il nous montrait toutes les fusions qu'il y a eu depuis les années 80. J'ai dit, montre-moi ta feuille, je l'aime, là. Regarde, ça veut dire qu'on a été négligent. On a laissé cette situation d'oligopole s'installer. Puis là, on fait, tu sais, ah oui, je vais ramener quelqu'un d'autre, puis je t'appuie. Je pense qu'il travaille pour vrai, François-Philippe. Tu sais, je ne veux pas dire qu'il travaille pas. Il y a un surnom aussi, je ne sais pas si au Parlement vous dites le même terme, dans les journalistes, il l'appelle le petit lapin énergisant. Oh, il est énergique. Moi aussi. Bon, regarde, il l'assume, je pense qu'il l'assume. Je parle un petit peu moins vite que lui. Ouais, il l'assume quand même. Ben oui, c'est pas un défaut. Je pense pas que ce soit un défaut. Non, il est boosté. Ouais, c'est ça. Mais bref, je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous faites ça, on va être là pour vous appuyer. Là. On veut travailler pour le bien commun. En même temps, on ne peut pas faire la même erreur dans d'autres secteurs en même temps? On a peut-être des lois à les modifier, là. Ça presse. Là, tu veux me parler d'argent. On a 2 sujets, mais on va en parler. Agri-Relance, c'est quoi? C'est un programme que tu m'as fait? Ça, en fait, vous avez entendu là, les différentes manifestations agricoles. Ouais. Hein? Il y en a un peu partout. D'ailleurs, je pense qu'il va en avoir d'autres qui se préparent. Les producteurs agricoles sont à bout. Puis ça fait moi, ça fait 4 ans que je porte parole, ça fait 4 ans que je l'entends. Puis à chaque année, c'est pire que l'année précédente. Avec les réchauffements climatiques, c'est encore amplifié.
Puis là, on se fait dire, oui, on va regarder ça, on va regarder ça. Maintenant, on va regarder ça, là. Il faut que ça bouge. Il y a des entreprises qui vont fermer. Fait que la pression est là. Et au mois de Québec, l'automne dernier, a fait des prêts sans intérêt pour aider les producteurs en difficulté. Nous, au même moment, on demandait des mesures à Ottawa. Rien pas tout. Silence radio. On n'a pas eu de mesure. On a demandé de reporter le remboursement du compte d'urgence. Tu te rappelles de ça? On s'est obstiné à refuser. Fait que là, les producteurs québécois, ils ont pris un prêt sans intérêt de Québec, puis ils ont remboursé Ottawa. Ils n'ont pas d'aide. C'est ça qui s'est passé, là. Oui, ils ont pris un poche dans... J'ai l'air de pogner les dents souvent, mais c'est révoltant quand même. Oui. Là, le programme Agri-Relance, c'est quoi? C'est que les programmes d'assurance récolte, ça, c'est comme quand tu assures pour ta maison, toi, si tu vas passer au feu. Tu assures ton champ, si jamais tu n'as pas de récolte. Okay? C'est un peu le même principe. Mais c'est extrêmement dispendieux. Les producteurs payent 40 du montant, puis les gouvernements 60 %. Puis ça ne paye pas. C'est comme je te disais, tu vas passer au feu, mais là, tu vas refaire ton cabanon, mais ta maison, je pense qu'on ne paye pas. T'sais. Fait que les producteurs ne s'assurent pas, ça ne fonctionne pas. Fait que les assurances, ça ne fonctionne pas. Puis même ceux qui étaient assurés, les remboursements qu'il y a eu, c'est tellement disparate. C'est la sécheresse en Abitibi, puis les inondations dans le sud du Québec, c'est des réalités complètement différentes. On se base, puis là, on va se baser sur une station météo pour donner une compensation à un paquet de producteurs agricoles, des gens qui n'ont pas besoin qu'ils en reçoivent, des gens qui en auraient besoin qu'ils n'en reçoivent pas. Fait qu'il faut revoir tout ça. Puis, Agri-Relance, c'est le programme panique. Ça. C'est à la fin de tout ça, là, tous ces programmes d'assurance. Puis ça n'a pas marché, on va aller dans... S'il n'y a rien qui marche, là, c'est la province qui doit demander au fédéral de déclencher le programme Agri-Relance. Là, on évalue les paramètres qui n'étaient pas couverts par les programmes d'assurance, puis on va déclencher des montants. C'est comme un programme de panique. Ça a été demandé au mois de novembre par le gouvernement du Québec. On arrive fin mars. Il n'y a pas rien. Pas de signal. Puis là, hier, j'ai posé la question à la Chambre. Le ministre McCauley, très gentil, mais il m'a répondu, on a reçu la demande, on étudie. Oui, mais c'est 5 mois. C'est ça, moi, c'est long. Tu sais, quand là, on est au mois de mars, on dirait que les gouvernements ne se rendent pas compte qu'un producteur maraîcher, là, il fait pas rien l'hiver. Là. Il planifie sa saison. Il commande ses semences, il faut qu'il dépense de l'argent. C'est pas 200 $. Non, ça coûte millions. C'est ça, je comprends. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis là, ça bouge pas. Fait que ça, on met la pression là-dessus, on l'a mis encore. J'espère que les mouvements agricoles ne cesseront pas avant qu'on ait des résultats sur cet aspect-là. Ça, c'est bien important. Je pense qu'il faut qu'ils dépensent de l'argent. Puis c'est pas 200 $. Ça coûte millions. C'est ça, je comprends. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis là, ça bouge pas. Fait que ça, on met la pression là-dessus, on l'a mis encore. J'espère que les mouvements agricoles ne cesseront pas avant qu'on ait des résultats sur cet aspect-là. Ça, c'est bien important. On va finir en parlant de M. Mulroney. Je ne peux pas dire, on peut, dans un certain sens. Il y a celui-là que je veux qu'on parle. Ah oui, on va en parler. Non, mais je veux dire, mais là, je te parle au niveau fédéral. On parle du décès de M. Brian Mulroney, qui a été un premier ministre. Un grand bonhomme. Il est un bonhomme. Il a aidé. On allait dire, est-ce qu'on peut dire qu'il a aidé à la fondation d'une certaine façon, mais je pense pas. Bien involontairement, bien malgré lui. Bien malgré lui. Mais directement, oui. Puisque Brian Mulroney, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le premier ministre qui a voulu réparer les erreurs la trahison du gouvernement Trudeau, le père, qui a décidé de faire un contrat de constitution dans le dos du Québec. Puis ceux qui ne savent pas à la maison, la constitution avec laquelle on vit, on n'a jamais signé ça, ce contrat-là. Ouais. Puis ils ont réveillé les 9 autres premiers ministres dans la nuit pour les réunir. Ça, c'est Jean Chrétien. La nuit des noms pour ceux qu'on appelle. Des gens dans la région qui aiment beaucoup Jean Chrétien. Là. Ben moi, j'ai ce bug-là avec M. Chrétien. Puis je ne dirais pas les mots qui me viennent en tête, je ne veux pas être impoli. Mais quand même, c'est choquant de voir quelqu'un de chez nous commet comme une trahison comme ça. C'est grave. Alors, Mulroney, lui, arrive au pouvoir en 84. Donc, 2 ans après. Puis on est 4 ans après le premier référendum de René Lévesque. Ouais. Puis il dit ça n'a pas de bon sens. Puis lui, il aime le Québec, puis il respecte les Québécois, puis il veut que soit respecté dans la Constitution canadienne. Puis il est arrivé avec une condition minimale. C'était pas tant de choses que ça, l'accord du Lac-Meach. Puis il a vraiment travaillé fort. Puis il est avec son ami Lucien Richard. Oui, puis il a convaincu au Québec plusieurs personnes qui étaient des souverainistes, des gens qui voulaient l'indépendance du Québec. Louis Plamondon, il était député conservateur, mais c'était progressiste conservateur, c'était pas le même parti. Il va toujours vous répondre ça. Mais tu sais, Lucien Bouchard et ainsi de suite. Des gens qui ont dit, ben oui, peut-être qu'on peut arranger les choses en bonne volonté. Puis
Puis on s'est fait dire non en bout de piste par 2 provinces canadiennes qui ont dit non, ça c'est trop de choses pour le Québec, on ne veut rien savoir. C'est ça. Et c'est ce qui a créé la distension. Ce qui a mené à la création du Bloc québécois avec Lucien Bouchard, qui était ministre de l'Environnement, qui a démissionné à ce moment-là, puis qui a créé une grosse... Mais ça n'enlève pas les qualités de M. Mulroney, bien au contraire. C'est un homme honnête, intègre, c'est un grand diplomate qui est grandement responsable de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est quand est-ce qu'on va voir ça, un premier ministre canadien là, qui intervient de façon intelligente et constructive en diplomatie aujourd'hui dans le monde pour faire une différence? Là, on voit juste des petits shows de boucan, des petites visites. Oui, mais il y a eu un gros impact. C'était un grand homme politique. C'est lui qui est à l'origine des premières ententes sur l'environnement avec les États-Unis, puisqu'on avait des problématiques de pluie acide à cette époque-là. C'est ça. C'est lui qui est à l'origine des premiers accords de libre-échange avec les Américains. Oui, c'est ça. C'est un grand premier ministre, je ne suis pas gêné de le dire, même si je suis indépendantiste. Puis c'est un grand Québécois. C'est un amoureux, c'est un ami du Québec, un homme respectable. Fait que oui, je suis allé, je trouvais qu'il méritait qu'on aille le saluer. Puis je peux vous dire que je n'irai pas faire ça pour chaque premier ministre du Canada. Non, mais c'est impressionnant. Je pense que Brian Mulroney, c'est un grand bonhomme. J'écoutais une entrevue ce matin de Brian Mulroney qui parlait ce matin à la radio, puis qui disait qu'à Ottawa, il y a tous les ambassadeurs, beaucoup de tous les pays sont passés d'offrir des sympathies. Puis beaucoup disaient qu'encore aujourd'hui, l'impact que lui avait eu dans les démocraties, comme tu dis, là, au niveau de la démocratie, au niveau international, on pourrait dire, l'impact qu'il y a eu, puis il disait que les ambassadeurs reconnaissaient que, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, qu'est-ce qu'il y avait travaillé avec le pays ou avec l'ambassadeur, ça avait encore des impacts positifs dans plusieurs pays. En tout cas, je pense que... Oui, absolument. On était complètement ailleurs, puis sans manquer de respect envers personne, on n'a pas cet impact-là aujourd'hui. Le premier ministre du Canada s'exprimait sur la scène internationale, ça avait un impact. Aujourd'hui, je pense que ça suscite peut-être même... en fait, je pense même que ça suscite des sourires en coin. On n'a qu'à se penser... Bon, on va partir d'Ottawa, on arrête à Saint-Félix, puis là, on s'en vient à Berthier, on s'en vient dans Saint-Félix, c'est ton comté aussi. On parle du comté. Tu veux me parler... Sûrement, on en a parlé tantôt, tu as voulu, mais je t'ai arrêté. Le cellulaire CRTC, c'est encore d'un gros problème. Puis tu m'en avais parlé il y a 4 ans, il y a 6 ans. Ça prend du temps de faire bouger les affaires. Ça fait 4 ans qu'on est là-dessus, sans arrêt. Je ne lâcherai pas. Et vous savez que l'année passée, j'avais un peu pogné les nerfs en voyant les appels d'offres CRTC qui ne correspondaient pas à notre territoire. Quand on est d'abord des critères sur tu es à moins de tant de kilomètres d'une tour, donc tu n'es pas éligible. Oui, mais il y a une montagne entre ta tour et mon village, c'est pour un passe. Ça passe pas. Non, c'est ça, mais ils ne savent pas, eux autres. Fait que là, j'ai demandé une rencontre au sommet, j'ai expliqué ma vie, la réalité de Berthier-Masquinongé avec ses 36 magnifiques municipalités. Bientôt 40? Bientôt 37. Il me rajoute juste Saint-Sulpice. Mais puis là, je leur expliquais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que, donnez-nous votre information, M. Perron, puis on va essayer d'en tenir compte. Parfait. On a consulté toutes nos municipalités, on a corrigé ça, on leur a envoyé ça. Puis là, ils m'ont ressollicité récemment. C'est pour ça que je voulais vous en parler, avec un questionnaire, parce que là, ils sont en train d'élaborer les prochains programmes. Puis ils veulent lancer un programme de résilience. En cas de panne, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Le premier commentaire que je leur ai fait, c'est là, t'as peu. Avant de mettre une deuxième tour dans les autres places pour qu'il y ait du service, commence par mettre une tour partout. Là, je vais nommer mes municipalités encore, là, hein? Saint-Élie, Saint-Mathieu, Saint-Éloire. Là, t'es tanné d'aller dans ces municipalités-là puis de te faire... Non, moi, je suis jamais tanné d'aller dans les municipalités. Non, mais je veux dire, mais cette interpellation où tu dis oui, ça s'en vient, je travaille, puis ça serait... Il n'y a pas de résultat. Non, mais ça fait partie du travail. Là. Bon, OK. Moi, tant que j'ai quelque chose à répondre, ça ne m'embête pas. Là, je travaille. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que je voulais en parler. Tu travailles. Et là, on a pris notre temps, on a répondu avec précision à leur questionnaire qui était très détaillé, en disant chaque critère, là, éviter cette erreur-là, puis demander. Puis j'ai même m'a demandé donc au bureau de député, il y en a juste 338, là, avant de couvrir un secteur, c'est où vos trous, et pourquoi il y a des trous? Moi, j'étais capable de le faire, puis mon coin, les autres aussi sont capables, là. Ouais. Le gouvernement du Québec est en train de faire la cartographie du Québec, mais parce que le fédéral ne fait pas sa job. Puis pendant ce temps-là, il développe un programme de santé dentaire et un programme d'assurance médicale. On parle des berges, tu m'as dit... Oui, là, je suis dû pour aller voir mon comité. C'est un petit bout que je ne les ai pas vus. Puis on n'a pas beaucoup de mouvements. On a dénoncé récemment la réponse au rapport, parce qu'on a réussi à faire un rapport intéressant. Qui était positif pour les berges, dans un certain sens. Qui demandait, dans le fond, au fédéral de rétablir son programme de protection des berges, qui a été aboli en 1997.
Et puis, il n'y a pas de son, pas d'image. Puis nous, on a attendu un certain nombre de mois, les deux. C'est pas parfait, la réponse est belle, merveilleux. On a applaudi la réponse, puis là, on attend. Puis ça avance pas. Puis là, comme tantôt, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Oui. Fait qu'on va les rebrasser encore là-dessus. Et c'est important, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. On a parlé tantôt d'agriculture, mais là, je te reviens avec l'agriculture, avec les travailleurs étrangers, parce que là, ça, c'est une autre problématique. Il faut que ça rentre, là. Il faut que ça se règle, parce que tes agriculteurs ont besoin de main-d'œuvre. Puis l'administratif est toujours très complexe. Puis vous savez que le gouvernement du Québec a demandé le rétablissement du visa pour les voyageurs mexicains, avec quoi on est d'accord. Il y avait une augmentation. Je pense que c'était comme 400-500% des demandeurs d'asile mexicains. Les soins de santé, l'assurance, l'assistance sociale, tout ça, c'est tous nous autres qui payent ça. À un moment donné, on reçoit ces gens-là, on ne les laisse pas crever de faim. On s'en occupe. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les accueillir, mais à un moment donné, il faut que ça se fasse dans l'ordre. Et on était d'accord avec ça. Sauf que là, il y a un effet pervers à ça, c'est que pour les travailleurs étrangers, ils doivent demander un visa. Puis il y a plusieurs entreprises, on l'a vu dans les pêches, il y a une fermeture même, là, des entreprises qui avaient pris l'habitude de faire venir les travailleurs sur le territoire, parce qu'ils n'avaient pas besoin de visa, puis de faire la demande de travail une fois rendu. Là, ils ne peuvent plus faire ça. Ils se trouvaient à passer un peu à côté du système en faisant ça, mais c'était comme légal. T'sais. Dans l'agriculture, ça existe à peu près pas. Je pense que c'est 99% qui faisaient leur demande avant. Fait qu'ils devraient avoir beaucoup moins d'entraves, mais quand même, on est sur ce dossier-là, on est vigilant. On surveille la situation. Ce qu'on suggère, dans le fond, c'est le gouvernement pourrait, surtout pour des travailleurs étrangers qui reviennent, mettons, il vient venir ici pour sa 18e année. À chaque année, il est retourné chez eux. Il a toujours respecté ses normes. As-tu vraiment besoin d'un visa? Lui? Non. Ça peut-tu être l'équivalent d'un visa, d'avoir une expérience de travail ici? Il me semble que j'ai nommé le mot intelligence. Il me semble que c'est sûr que c'est facile, en gérant d'estrade. Les gens pourraient dire, dans la position, c'est facile, mais c'est évident. Il me semble que c'est facile de mettre une mesure comme ça qui pourrait, je pense que ça va finir par arriver, là, qui pourrait faciliter l'entrée des travailleurs. Bien, j'entendais, j'étais encore là, un député qui disait que facilement 50 à 60% des cas que ton personnel a à gérer, c'est beaucoup en lien avec l'immigration, en lien avec ces choses-là. Oui, on a beaucoup. C'est là où ça bloque le plus. Je veux dire que ça va mieux que ça allait quand même. Là. À un moment donné, je venais ici, puis tu te souviens, là, je faisais juste chialer sur que c'était rien qui débouchait. Là. Moi, je le dis quand ça va bien. Puis, d'ailleurs, on a une super belle relation avec l'équipe de Service Canada qui nous sert au bureau. Là. Les fonctionnaires qui sont là, on a une super belle collaboration. Puis souvent, c'est en dedans de 15 jours, on règle la plupart de nos cas. En immigration, c'est plus long, c'est ça, c'est plus compliqué. Mais ce qui est complexe en immigration, c'est le chevauchement des deux gouvernements. Oui. Puis là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Québec devrait laisser faire Ottawa. » Mais on veut contrôler ce qui se passe. On n'est pas la même nation que la nation canadienne. On parle français. Fait que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Ramener les compétences en immigration. Malheureusement, le Canada, qu'est-ce qu'il répond quand on lui demande quelque chose? C'est ça. Non, ça résout le problème. Voilà. Bon, bien, je te remercie, Yves. Très belle conversation. Merci beaucoup. On se revoit sûrement après le congé de Pâques. Là. Toi, tu vas dans des congés de Pâques. Quand vous voudrez. On en reparle, on continue, puis on se reparle. Merci. Bon congé de Pâques. Merci. Bonjour tout le monde. Tu arrives tout droit de cette nuit du Parlement à Ottawa. Depuis qu'on s'est parlé, il y a eu beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent dans notre gouvernement fédéral. Première chose que je t'aborde, c'est sur le NPD. On s'était quitté en disant, ils vont-tu faire sauter le gouvernement, faire tomber? Je t'avais probablement répondu, probablement pas. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est ça. Tu m'avais déjà dit, ils parlent beaucoup, mais quand c'est le temps de le faire vraiment, ils n'ont pas d'intérêt. Donc, on est encore en sursis, façon de parler. Là. Il va y avoir le budget prochainement. Il va y avoir le budget prochainement. Tout pourrait se passer au budget, évidemment. Mais on a vu ce qu'on voit d'habitude du NPD. C'est qu'on dénonce toute la journée la mesure gouvernementale, puis quand vient la fin de la journée, on vote avec le gouvernement. C'est un peu la même chose. En fait, ce qu'ils exigeaient, c'était la mise en place d'un régime d'assurance médicaments. Oui. Et ils ont eu un engagement formel du gouvernement, mais tu sais, c'est assez flou, c'est pas en application encore. Ils font tout ça avec des textes, avec des signatures, on signe tout ça? Il y a un écrit, là, mais tu sais, concrètement, ce que ça dit, c'est qu'on va éventuellement mettre en place ça. On a l'intention de le faire. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de montant, il n'y a pas de... Fait que dans le fond, c'est un engagement qui leur permet de sauver la face puis de continuer à voter avec le gouvernement. Ça permet au gouvernement de rester en place. Mais concrètement, on peut dire qu'ils n'ont pas obtenu grand-chose.
En H5, usine de filtration, donc c'est le système de contournement manuel pour les génératrices. C'est un octroi de contrat, M. Darbo. Considérant que l'usine de filtration est actuellement équipée de 2 systèmes d'alimentation électrique d'urgence distincts pour assurer son fonctionnement en cas de panne de courant. Considérant qu'en décembre 2023, une panne de courant a causé une défaillance de la génératrice de 200 kW, ce qui a pour effet de mettre hors service une partie de la centrale de traitement d'eau potable nécessitant un raccordement temporaire d'urgence pour permettre l'alimentation en charge via l'autre génératrice de 600 kW. Considérant qu'il est nécessaire d'installer de manière permanente un système de contournement qui permettra le transfert de charge de manière sécuritaire, advenant qu'une situation similaire se représente, et ce afin d'assurer le fonctionnement de l'usine, considérant que les compagnies Gérard Brunel Électrique Limité et Bruno Électrique ont déposé une offre de service dans le cadre des 10 travaux. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limité le contrat relatif aux travaux d'installation d'un système de contournement manuel pour les génératrices à l'usine de filtration au coût de 37 599, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 4 mars 2024. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, on pense que c'est on sait que c'est quelque chose, c'est des travaux très importants qu'il y a à faire. H6, donc usine de filtration et l'inspection structurale de la réserve haute. Monsieur Plante? Considérant la nécessité de procéder à l'inspection structurale de la réserve haute d'eau potable de l'usine de filtration, suite au constat de la présence de fuite d'eau vers l'extérieur de la réserve, considérant la proposition de service datée du 18 mars 2024 déposée par la firme GBI Expert Consol Incorporé, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Incorporé le mandat relatif à l'inspection structurale de la réserve haute de l'usine de filtration, incluant la rédaction du rapport d'inspection et des recommandations accompagnées de l'évaluation du coût de travaux pour une dépense de 9 500 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à la offre de service numéro OS-24-0338, datée du 18 mars 2024. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Labrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Et à l'unanimité des conseillers présents. H7, toujours au niveau de l'usine de filtration, donc c'est une étude des systèmes de contrôle et des équipements de communication. Monsieur Plante? Considérant qu'il est impératif de procéder à une analyse exhaustive sur l'état actuel des contrôles de l'usine de filtration, tenant compte que plusieurs équipements de contrôle et de communication datent de plusieurs années et peuvent représenter un risque de bris accru qui peut occasionner des délais de rétablissement considérables si les composantes de remplacement sont discontinuées. Considérant l'offre de service et d'honoraires datée du 30 novembre 2023 déposée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé et confirmée aux mêmes conditions en date du 26 février 2024, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Incorporé le mandat relatif à l'étude de l'état des systèmes de contrôle de l'usine de filtration qui porte, entre autres, sur la vétusté des équipements, l'usure des autres composantes et l'état général des panneaux, et ce, au coût de 11 500 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro OS-22-0501 révisé 2. On va juste préciser 11 550. Ouais, 11 550. Il manquait 50 $. C'est ma vue qui va. On va être bien. OK. Merci, M. Plante. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On est toujours au niveau de l'usine de filtration, donc H8, usine de filtration, système de détection d'incendie. Madame Fontaine.
Considérant que la protection de l'usine de filtration est essentielle et qu'il y a lieu de procéder à l'installation d'un système de détection incendie dans le bâtiment incluant des sirènes et des strobes afin d'alerter le personnel présent dans l'usine. Considérant que l'offre de service datée du 27 mars 2024, déposée par la compagnie GC Alarme Sécurité, inclut également des détecteurs reliés à un système d'alarme lié à la centrale d'appel afin d'avertir les services d'urgence en cas d'incendie. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie GC Alarme Sécurité le contrat relatif aux travaux d'installation d'un système de détection d'incendie ainsi que l'ajout d'un détecteur de monoxyde de carbone dans la section de la génératrice dans l'usine de filtration, selon l'option 1, au coût de 10 530 $ plus taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 27 mars 2024. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrade, j'appuie. M. Destrade. Merci. J'en appelle au vote à gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Sur le cas 2. Donc, en cas 2, c'est une évaluation et dépôt du projet de règlement numéro 980 décrétant les travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur et autorisant un emprunt de 3 821 500. M. Frenière. Je donne une motion qui a une séquence distincte de ce conseil. Il sera adopté un règlement numéro 980 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur et autorisant un emprunt de 3 821 500 pour en défrayer le coût. Je dépose le projet de règlement numéro 980 intitulé Règlement numéro 980 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur et autorisant un emprunt de 3 821 500 pour en défrayer le coût. Merci. L, au niveau de l'adoption de règlement, en L1, c'est le premier projet de règlement numéro 748-226, modifier le règlement du zonage, le numéro 748 et ses amendements, visant à créer les zones 3R45, 3R46, 3P47 et 3C48, même les zones 3C14 et 3R13, comme précédemment un petit peu l'animation. Donc, M. Frenière. Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville, attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi, attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire des lots 3 450 677 et 5 577 993 afin d'y planifier un développement immobilier, attendu que la demande de modification au règlement de zonage était accompagnée d'un plan d'aménagement d'ensemble du projet immobilier réalisé par Mireille Asselin Architecte, portant le numéro de dossier 22-092 et daté du 16 octobre 2023, attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier, attendu de l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 avril 2024, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-226, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer les zones 3R45, 3R46, 3P47 et 3C48, à même les zones 3C14 et 3R13. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Darboux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je suis en compagnie de M. Francis Chouanière, qui est chef d'orchestre pour l'orchestre, entre autres, Film harmonique du Québec. C'est très, très bien comme titre. C'est sûr que le film est mis
comment je pourrais dire ça, en pré-séance, parce que vous présentez des prestations très intéressantes. Bonjour, puis merci d'avoir accepté notre entrevue. Plaisir, merci beaucoup. Vous êtes un jeune chef d'orchestre. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir chef d'orchestre? Parce qu'on ne s'invente pas ça demain matin, ou peut-être elle me répondre oui, là, déjà, très jeune, vous dirigiez de la musique, vous avez aimé ça, faire ça? C'est venu un peu naturellement pour moi. J'ai commencé comme compositeur, je composais des petites œuvres au piano. Éventuellement, j'ai commencé à écrire des œuvres pour orchestre et ça m'est arrivé de diriger mes propres œuvres pour un concert. Et après cette première expérience de diriger un orchestre, et c'était un chœur aussi, j'ai développé un peu cette passion et je me suis dit, je veux voir où ça s'en va. Où ça va vous mener, tout ça? Vous avez eu la chance de participer, vous marquez dans votre bio, avec des grands artistes aussi, donc il y a une question de motivation, il y a un contact avec ces artistes-là, non? Absolument. Donc, dès un très jeune âge, j'avais eu la chance de collaborer avec Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Hans Zimmer à leur passage à Montréal. Je préparais mes chœurs pour chanter avec ces artistes-là et je chantais aussi dans le chœur que je préparais. Donc c'est ça, on avait des très grandes expériences comme ça avec des shows faisait au Centre Bell. Et ça aussi, ça m'a motivé à continuer. Et ça m'a aussi développé l'intérêt pour développer des produits, des concerts symphoniques autour de la musique de film. Oui. Et donc, c'est là où on avait commencé avec J'ai fait une production, les premiers ciné-concerts, c'est pas les premiers, mais un des premiers grands ciné-concerts, le Seigneur du Anneau, qu'on a présenté à la salle Wilfrid Pelletier en 2019, avec 250 musiciens et choristes sur scène. Et on a interprété la trame sonore complète de A à Z en synchronisation avec le film. C'est beaucoup d'ouvrages là, pour avoir eu à voir et à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce genre de musique-là, on va en revenir tantôt à la musique de Vivaldi, mais je vais faire un parallèle entre les deux. On parle de musique classique qu'on connaît bien, qu'il y a beaucoup de choses connues, et vous me parliez tantôt de Hans Zimmer, vous me parlez de Morricone, vous me parlez de Williams. Sur quel pied vous les mettez par rapport à des Vivaldi? Est-ce que c'est des grands compositeurs pour vous? C'est quand même ils ont réussi à faire de grandes choses, là. La musique de film, pour moi, c'est vraiment l'extension de la tradition de la musique symphonique classique. On voit tous les mêmes, l'historique, comment ils utilisent les instruments, l'orchestration, c'est tout basé sur cette tradition. Même la manière que John Williams développe des thèmes, on compare facilement à un compositeur comme Gustav Holst, un compositeur britannique. Et on voit vraiment c'est la musique de notre génération, et en fait ça touche plusieurs générations, la musique de John Williams par exemple, ou Hans Zimmer. C'est dans les vingtaines autant que dans les soixantaines et même plus vieux. Ça n'a aucune barrière, et c'est pour ça, pour nous, c'est tellement la musique importante de présenter en concert, parce que ce qu'on voit dès le début de nos productions, c'est de plus en plus, on rapporte des gens en salle qui n'ont jamais vu un orchestre symphonique en concert. Je crois que notre premier concert qu'on avait fait, c'était 50% de la salle étaient des premiers abonnés. C'est leur première expérience à la Place des Arts. Donc, ça, c'est très motivant pour nous parce que ça nous démontre qu'on contribue beaucoup au développement et au rayonnement des orchestres, de la musique orchestrale. Et ça fait un peu partie de notre mission, c'est l'accessibilité à la musique symphonique. Et éventuellement, la question c'est est-ce que ces gens vont aller après pour voir de la musique classique comme du Beethoven ou du Mozart? Je crois que c'est quelque chose qui se bâtit plus long, sur un plus long temps. Mais on voit déjà
des gens qui ont venu à, disons, Seigneur des Anneaux, qui après ont venu à un concert comme Fantasia, qui est juste la musique classique, mais avec projection. Et après, qui se sont dit, ben, pourquoi faire l'autre pas et aller voir quelque chose comme Vivaldi et Piazzolla. Donc, je crois qu'il y a des étapes qu'on fait, qui mènent à une progression d'intérêt pour la musique orchestrale. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre aussi que quand on écoute un film, par exemple, je vais prendre Le Seigneur des Anneaux ou je vais prendre Pirates des Caraïbes, c'est un orchestre qui l'a joué. Quand il y a eu ces pièces-là, les gens n'ont peut-être pas conscience quand ils sont allés voir le film qu'il y avait un orchestre en arrière. Donc, vous avez un petit peu démocratisé ce genre d'ensemble-là, que tu as l'impression que c'est juste pour des concerts d'élite. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment important là, de rendre ça vraiment plus accessible. Et je crois pas que les gens, nécessairement, ils réalisent le nombre de musiciens impliqués dans les projets. C'est comme Seigneur des Anneaux, 250 musiciens choristes. C'est un peu ça, comment c'était enregistré. Hans Zimmer, John Williams, c'est au moins c'est presque 80 musiciens dans un studio. Nous, ça sort juste à l'arrière-plan avec tout ce qui se passe, avec les effets spéciaux. C'est aussi un peu ça la beauté des ciné-concerts, c'est on met vraiment la musique en avant-plan et très souvent on entend beaucoup plus de détails qu'on n'aurait pas entendu juste chez nous, avec un système audio. Donc, on va partir de ces musiques-là et là, vous nous amenez dans un autre univers de Vivaldi. Vivaldi, les 4 saisons, c'est connu. Encore là, les gens souvent entendent ces airs-là, ces pièces-là des 4 saisons, parce que tu l'entends la publicité, tu l'as lors de différents, même à des mariages, des choses comme ça. Faire passer vos musiciens de musique de film à des choses plus classiques comme Vivaldi, c'est facile, il n'y a pas de confrontation, disons. Non, pas du tout. Et je crois que tous les musiciens sont très ouverts à plusieurs styles de musical. Pour eux, c'est de la variété. Ils en ont joué déjà beaucoup de Vivaldi. En fait, on joue beaucoup moins de la musique de film. Donc, pour eux, c'est une bonne balance des deux. Mais c'est ça, l'accessibilité pour une œuvre comme Vivaldi, ça c'est comme une œuvre qui est un peu ancrée dans notre culture, sans nécessairement, c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi, il pourrait pas vous dire le titre, parce que évidemment c'est Concerto numéro 1, Été, Mouvement 3, Adagio, donc c'est les titres traditionnels du répertoire classique. Mais les gens, évidemment, ils s'attachent un peu à ce répertoire, où on vient le balancer aussi avec une œuvre très intéressante, c'est les 4 saisons de Piazzolla, qui étaient inspirées par les 4 saisons de Vivaldi. Et en fait, dans cet arrangement, il y a plusieurs citations du Vivaldi, donc ils se mélangent quand même très très bien. Mais évidemment, ici c'est Piazzolla, donc ça veut dire tango. Donc c'est un peu plus dansant, donc on change du classique, de l'élégance avec Vivaldi, et après on va un peu du feu et de la passion avec le Piazzolla. Vous êtes avec Héloïse Perron, qui, comme vous, est une jeune artiste qui a été très prolifique et qui a commencé très jeune à faire du violon. Travailler avec elle, ça s'est bien passé? C'était naturel? Oui, absolument. Et on se connaît maintenant, je crois que ça fait au moins 6-7 ans qu'on travaille ensemble sur scène. C'est ça. Mais elle était toujours une prodige exceptionnelle. Et Isabella a vraiment un grand talent et une flexibilité, évidemment, pour jouer ces deux répertoires complètement différents en termes de style et même de technique. Mais maintenant, c'est quand même notre 3e édition de cette tournée qu'on fait ensemble. On a fait la première fois, c'était après la pandémie, 2021. On a fait une 2e édition en 2023. Maintenant, c'est notre 3e édition. On se connaît super bien, on respire ensemble, c'est le même air qui sort, on a exactement les mêmes pensées sur scène. C'est
complètement synchronisé à la musique. On sent vraiment de la même manière. Et c'est un peu ça le plaisir de le faire maintenant. Toujours, chaque tournée est devenue de plus en plus grand et celui-là, c'est le plus grand. Mais la plus grande tournée avec, maintenant, c'est près de 15 représentations à travers le Canada, avec 3 représentations aux États-Unis. Donc, on va de Montréal, on va un peu à l'est à Québec, à Trois-Rivières, un peu au nord à Saint-Jérôme, et après on saute au ouest, on fait Calgary et Vancouver, et on fait pour la première fois, c'est la première fois qu'on va aux États-Unis avec ce concert-là, on fait Philadelphie, Boston et New York, et à New York, on fait la grande salle à Carnegie Hall. Est-ce que vous allez être stressé un peu quand vous allez rentrer au Carnegie Hall? Je pense pas. Puisque c'est la 3e édition, on se connaît très bien, on connaît le répertoire, je crois qu'on est très confiant avec ce qu'on a. Mais dès la première tournée, on a eu tellement de bonnes réactions du public. Je pense que ça les emballe et cette musique est très engageante aussi. Que chaque représentation qu'on a fait était quand même un gros succès musicalement et avec notre relation avec le public. Donc, beaucoup de travail en perspective. Entre autres, vous allez être à Trois-Rivières rendu au mois d'avril. Par la suite, est-ce que vous pensez exporter votre concert en Europe? Avez-vous des choses prévues de ce coin-là? On a certainement des idées de l'apporter en Europe, mais c'est encore dans ses débuts de planification. Ah, ben c'est-à-dire. Donc, on rappelle que vous allez être entre autres à Trois-Rivières, qui n'est pas loin de chez nous, le 10 avril. Sinon, il y a déjà à Montréal, à Québec, à Montréal et même à Saint-Jérôme que vous allez être dans le coin ici. Donc, un beau concert à apprécier avec Mme Perron au violon, les 4 saisons de Vivaldi. Et on vous suit aussi dans vos autres projets d'orchestre de musique de film qui, comme vous avez mentionné, rejoint beaucoup de gens et vraiment très intéressant à vivre comme expérience. Oui, merci beaucoup. Merci.